Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un moment, je pense, qui est un moment important. Je pense qu'on a une petite vidéo pour commencer. On va l'écouter. Nous aimerions tous reprendre nos activités et nos déplacements. Et si, en tant qu'employeur, vous pouviez faciliter le retour de vos employés sur leur lieu de travail? Le projet Mobilité Employée aide à planifier les déplacements des employés dans la région du Grand Montréal, dans le respect des consignes de la santé publique. Chaque semaine, vos employés planifient leur déplacement domicile-travail sur la plateforme. Vous pouvez ainsi prévoir des aménagements adaptés à leurs besoins et à la poursuite de vos activités. Vous aiderez les intervenants du transport à anticiper l'achalandage et à envisager des solutions. Participez à la relance des déplacements et à la reprise économique de la métropole. Je pense que cette vidéo illustre très bien l'angle qu'on a voulu prendre, et c'est que l'enjeu de la mobilité est un enjeu qui vise évidemment ceux qui offrent cette mobilité, mais qui vise aussi les employeurs. Et donc, on voulait ensemble regarder comment est-ce que les employeurs peuvent aider à trouver des solutions du point de vue des enjeux de mobilité et aussi quelle est l'importance de ces enjeux-là du point de vue des travailleurs. Et donc, cette étude qu'on a faite, et je vais le présenter dans quelques instants, on l'a fait avec la Ville de Montréal et M. Eric-Alain Cardwell, qui est avec nous, qui est conseiller de l'arrondissement de Narcea-Hochelaga-Maisonneuve, membre du comité exécutif, responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal, qui est souvent dans les médias ces jours-ci parce qu'on a des enjeux de mobilité à Montréal et que ce sont des enjeux réels. Mais donc, on a fait cette étude avec la Ville et on était appuyé là-dedans par la firme KPMG. Et l'idée, c'était d'essayer de trouver quelle est l'importance de ces enjeux du point de vue des travailleurs. On avait intuitivement beaucoup d'informations, mais on voulait valider ça et on voulait aussi regarder quelles sont les mesures que prennent les employeurs, comment les employeurs se positionnent. Et donc, je vais vous présenter dans quelques instants les principaux constats et on va avoir ensuite une belle discussion en panel avec des gens qui ont participé à cette étude ou des gens qui sont directement concernés par les enjeux. Mais avant de vous présenter ces résultats et d'avoir cette discussion, je vais céder la parole justement à Eric-Alain Cardwell qui va nous présenter la perspective de la Ville de Montréal qui était un partenaire dans ces travaux pour arriver aux résultats qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, Eric-Alain, à toi la parole. Merci beaucoup, Michel. Très heureux d'être ici pour cette étude-là, l'implication des entreprises pour améliorer la fluidité dans la métropole à titre de planificateur de la mobilité, mais aussi à titre d'employeur. Hein. La Ville de Montréal est un employeur d'importance à Montréal et est aussi un banc d'essai justement pour tester certaines initiatives, certaines innovations quant à la mobilité de la main-d'œuvre, l'attractivité et la rétention de la main-d'œuvre en offrant des conditions de mobilité les plus efficaces et conviviales possibles. Donc, on aura la présentation de Michel sur les grandes lignes de l'étude. Bien entendu, à la Ville de Montréal, on est très heureux de l'appuyer. C'est une démarche de fond, cette planification de meilleurs outils de mobilité à vocation économique. L'étude fait bien la mise en valeur de l'efficacité de la mobilité durable pour l'accès au centre-ville et les défis qu'on a pour améliorer les options de mobilité durable pour les pôles d'emploi un peu plus excentrés. C'est là où on peut faire la plus grande différence et l'étude le met bien en valeur. Sur le rôle des entreprises, bien entendu, on comprend tous que d'offrir un environnement pour nos employés, pour l'attractivité et la rétention de la main-d'œuvre, une des conclusions et des faits saillants de l'étude, c'est que l'accessibilité représente le deuxième critère décisionnel après le salaire. Donc, bien entendu, et quand on regarde les tendances dans l'évolution de la main-d'œuvre, des besoins et des demandes de la main-d'œuvre, on se rend compte que d'offrir une alternative de mobilité durable aux employés permet d'attirer des talents souvent intéressés à réduire la charge personnelle des frais de transport,
à réduire le stress d'être pris dans la circulation, de subir les aléas du trafic, donc d'augmenter sa qualité de vie. Et les options de mobilité durable ont aussi cet effet-là de venir améliorer la qualité de vie, tant pour les résidents que pour les environnements de travail. Donc, il y a là vraiment un cocktail gagnant et c'est dans ce sens-là que les pistes d'action de l'étude nous proposent des solutions. Nous, avec la stratégie de développement économique et le plan de relance de Montréal, entre autres, dans nos mesures, nous soutenons l'offre de services des centres de gestion des déplacements qui accompagnent les entreprises, les regroupements d'entreprises dans l'élaboration des plans de mobilité. Nous comptons aussi proposer un programme de financement pour les projets de mobilité aux entreprises admissibles. Ça fait référence directement à la cible 2, aux pistes d'action 3 et 5 de l'étude qui nous est présentée. Je veux revenir aussi dans la cible 2 à la piste d'action 4 qui est accélérer l'amorce des projets de transport collectif. Il est impératif de changer les paradigmes, de miser sur un déplacement maximal de personnes plutôt que de réfléchir en termes de déplacement des véhicules. Le meilleur rendement lorsqu'on investit dans des infrastructures de mobilité, lorsqu'on investit dans des infrastructures de transport, le meilleur rendement pour le déplacement des personnes est résolument les choix de transport collectif qu'on peut faire. Encore là, cette conclusion est claire. On doit garder le cap. On doit être au rendez-vous justement de ces investissements historiques qu'il faut faire pour mener Montréal dans un horizon où le transport collectif aura encore plus une place de choix. Il suffit de s'imaginer, si nos prédécesseurs n'avaient pas fait ce choix audacieux du métro à Montréal, il suffit de s'imaginer dans quelle situation on serait pour nous faire prendre conscience qu'on doit avoir l'audace et la persévérance, justement, pour faire en sorte que des investissements majeurs en transport collectif soient débloqués dans la région métropolitaine au bénéfice de tous. Je suis très heureux de cette collaboration avec la Chambre de commerce. Chambre de commerce qui est un pionnier dans le domaine. Je dois quand même prendre 2 moments pour féliciter justement une étude de 2010, le transport en commun au cœur du développement économique. Cette étude-là reste encore une référence dans les choix d'investissement, la planification du transport et ce débat sur le transport collectif. Donc, j'en profite, Michel, pour rappeler toute la cohérence de la démarche de la Chambre de commerce, sa persévérance justement et son accompagnement dans l'ensemble de ces débats-là. Et je me permets de vous envoyer une fleur en disant que cette étude de 2010, qui a pavé la voie à toutes les autres, dont celle d'aujourd'hui, reste encore une partie essentielle du débat à Montréal. Alors, sans plus tarder, j'ai hâte que Michel, tu puisses nous présenter les faits saillants. Merci, Eric Allen. Tu fais bien de le souligner, c'est un enjeu qu'on a identifié il y a très longtemps comme étant fondamental pour notre performance collective, notre performance économique et aussi notre qualité de vie. Je vais en parler. Cette étude d'aujourd'hui vient confirmer des choses qu'on savait parfois intuitivement et je trouve met la table sur des actions concrètes. J'ai 10 minutes devant moi, je vais aller vite, mais je vais quand même prendre quelques minutes simplement pour dire que cette étude est d'actualité même dans le contexte de la pandémie. Et les médias qui m'ont contacté jusqu'ici, la première question qu'ils posent, c'est bon, ben là, tout le monde fait du télétravail. Est-ce que ça demeure des constats pertinents et est-ce que les actions sont toujours requises? Compte tenu du fait que le sondage, et je vais revenir sur les enquêtes, le sondage a eu lieu en février dernier, mais la réalité, c'est que c'est clair que pandémie ou pas, télétravail ou pas, on va se déplacer et même si avec une forme de, je dirais, de réalité du travail hybride où on resterait en partie en télétravail, il va demeurer une logique de travailler en lieu physique où on se rencontre. Il va demeurer une logique d'efficacité de travailler au centre-ville. Et là, je fais ma prédiction et elle vaut ce qu'elle vaut, mais nous aurons des enjeux de congestion, des enjeux éventuellement d'investissement à faire à la fois dans l'état du réseau, mais aussi dans le dispositif de transport collectif. Et je vous soumets que les mesures dont on va parler tout à l'heure, les actions dont on va parler, devraient être mises en place en prévision de l'après-pandémie. Je suis convaincu que c'est entièrement pertinent. L'étude qu'on a faite, elle avait 3 objectifs bien clairs. D'abord, mesurer les enjeux de mobilité.
À travers le temps, on en a mesuré certains, on a mesuré les coûts de la congestion, mais là, on voulait avoir des mesures de l'enjeu du point de vue des utilisateurs, du point de vue des travailleurs qui se déplacent, du point de vue des entreprises aussi qui emploient ces gens-là, qui veulent les attirer, qui veulent les retenir. Donc, on voulait valider les implications des enjeux de mobilité du point de vue des entreprises et du point de vue des travailleurs sur l'attraction, la rétention de la main-d'œuvre. Au moment où on se parle, il y a déjà des secteurs qui ont retrouvé le plein emploi, même si on n'a pas retrouvé tous les emplois. Donc, il y a déjà des secteurs qui sont attentifs à essayer de trouver les talents, les recruter. Et si les enjeux de mobilité sont importants pour ces talents-là, même si on est en période de pandémie puis de télétravail, c'est sûr qu'au sortir de la récession, oui, de la récession, mais au sortir de la pandémie, ces enjeux-là vont redevenir une préoccupation très importante. Et on voulait proposer des pistes d'action concrètes. On voulait que ça mène vers des décisions que les décideurs publics, politiques, mais aussi que les décideurs d'entreprise pourraient prendre. Il faut se rappeler aussi le contexte dans lequel on évoluait il y a à peine quelques mois avec le dossier du REM. On avait cette grande préoccupation de tous les déplacements sur l'axe, appelons-les nord-ouest-centre-ville, à cause de la fermeture du tunnel sous la montagne. Et évidemment, c'est une bonne illustration d'un enjeu très clair où là, du point de vue des entreprises, il y avait à se préoccuper de maintenir, garder leurs talents et du point de vue des travailleurs de toute cette région-là, d'essayer de trouver des solutions. Il y avait de la grogne. La grogne, elle a été suspendue à cause de la pandémie, mais on serait en pleine grogne si ce n'était de la pandémie, parce qu'il y avait des enjeux majeurs. Comment on a procédé? On a procédé par enquête auprès de 1000 travailleurs du Grand Montréal. Et il y a beaucoup d'enquêtes qui se font, mais à travers les questions, je pense qu'on a mesuré des choses qui n'ont pas été mesurées ailleurs. On a travaillé avec 500 entreprises aussi, c'est des grands nombres. Et donc, des entreprises à qui on a posé la question, comment vous vous y prenez? Avez-vous des plans de mobilité? On va y revenir. Qu'est-ce que vous faites face à l'enjeu de la mobilité? Et on a pris 7 grandes entreprises, ou 7 entreprises qui sont dans des différents secteurs géographiques du Grand Montréal pour creuser un peu leur situation à elles. Évidemment, on a pris des entreprises, dans certains cas, qui ont déjà des plans de mobilité, puis on voulait savoir comment ça se passe quand ça se passe bien. Revenons sur certains résultats qui sont importants. On se trouve à détecter que les Montréalais, dans l'ensemble, on va se le dire, ressentent des effets négatifs de la congestion ou d'une mauvaise desserte en transport en commun, en transport collectif. Donc, on va se le dire, là, si on fait un sondage, 80% du monde, grosso modo, ne sont pas contents ou en tout cas ressentent des effets négatifs. Évidemment, ceux qui sont situés ou ceux dont le lieu de travail est situé hors de l'île de Montréal ont une perception très négative de la qualité de la desserte en transport en commun. On peut le comprendre, là, puis on le voit très bien, beaucoup de ce qu'on a en place est très centré vers le centre-ville, donc, et avec certaines zones plus ou moins bien desservies. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est bien compréhensible si on travaille à l'extérieur de la région de Montréal puis qu'on pense transport en commun, la solution présentement est assez inadéquate. Ceux qui travaillent au centre-ville, ils sont moins nombreux à percevoir percevoir négativement la qualité globale de la desserte. Évidemment, comme je le disais, notre réseau a été conçu en fonction d'amener du monde vers le centre-ville et les ramener chez eux en provenance du centre-ville. Ça s'explique. Ça se traduit aussi par, évidemment, l'utilisation de la voiture. Quand je travaille à l'extérieur du centre-ville, 75% des gens utilisent leur voiture. C'est presque l'inverse, de 35% pour les gens qui travaillent au centre-ville. L'utilisation du transport en commun, bien évidemment, c'est dans une proportion inversée. Ce que ça donne à penser, c'est construisez le système et ils l'utiliseront, là, pour reprendre le « build it and they will come ». Dans ce cas-ci, il y a une demande. La demande n'est pas bien desservie et par définition, les gens cherchent d'autres moyens. La chose qui est importante à retenir aussi dans certains débats qu'on a collectivement, c'est bien réaliser que quand on veut nuire à l'utilisation de la voiture, alors que le dispositif n'est pas encore adéquat, tout ce qu'on fait, c'est qu'on écœure le monde, on crée de la frustration. Et donc, il faut être très attentif dans toutes les décisions qu'on prend qui affectent la mobilité en voiture, qui affectent la mobilité par d'autres moyens que le transport en collectif, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et dans les débats qu'on a, je pense qu'on voit ça parfois. On se préoccupe plus de savoir si on oriente les gens vers l'utilisation du transport collectif parce qu'on veut décourager un peu l'utilisation de la voiture. Mais pour bien des gens, ce n'est pas une option réelle et donc ça crée énormément de frustration. Évidemment,
on avait et on a tous une intuition que pour les travailleurs, l'enjeu de l'accessibilité est important. Je pense que là, on peut le dire, là, puis s'il y avait quelque chose à retenir qui doit faire école, c'est que du point de vue des employeurs, du point de vue de la communauté du développement économique, si on veut attirer à un endroit donné, dans une entreprise donnée, des travailleurs, le deuxième élément, le deuxième critère de décision, c'est l'accessibilité, la facilité d'accès au lieu de travail. Et donc, ce que ça nous amène à dire, c'est, le premier étant le salaire, évidemment, et c'est compréhensible, mais c'est que très rapidement, si je suis un employeur, va se poser la question du point de vue de l'employé, est-ce que c'est facile pour moi de m'y rendre? Est-ce que c'est facile pour moi de revenir à la maison? Et si, comme employeur, je ne m'en préoccupe pas, si je pense que ce n'est pas à moi de trouver une réponse à ça, bien, de facto, ce que je fais, c'est que je me mets en désavantage par rapport à d'autres employeurs qui soit sont déjà mieux situés ou soit s'en préoccupent et trouvent des solutions. Ça veut dire aussi, du point de vue du développement économique, que si on admet que le principal facteur de succès des entreprises maintenant, ce sont leurs talents, ce sont leurs ressources humaines, et qu'on veut développer des quartiers ou des pôles de développement économique, puis qu'on veut que des entreprises s'y localisent, bien, de facto, il faut voir le transport en commun ou l'accessibilité générale comme étant un des éléments clés de succès de cette zone de développement économique. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu d'avoir ce qu'on a vu jadis, où on développe une zone, des entreprises s'y installent, finalement, il y a des employés et on se met à bien les desservir en transport en commun, il faut probablement maintenant renverser cette logique. Si on veut développer une zone, il faut, oui, la développer, mais dès le départ, avoir des solutions de transport collectif. Et ce que ça veut probablement dire à ce moment-là, c'est que pendant un certain temps, ces solutions de transport collectif vont être déficitaires. Ça devient un investissement qu'on fait dans l'avenir économique de cette zone-là et ça passe par un investissement en transport collectif, mais du point de vue opérationnel, comme étant un investissement qui va soutenir des lignes d'autobus, par exemple, déficitaires. Donc, ça interpelle tout le monde. Du point de vue des entreprises, je l'ai dit, si pour les travailleurs, c'est si important, la question qui se pose, c'est que font les entreprises et que devraient-elles faire si elles ne font rien encore pour se donner un avantage au moins concurrentiel sur le deuxième élément, je le rappelle, le deuxième élément de choix que vont regarder les travailleurs pour décider d'accepter ou non un emploi ou de rester ou non dans l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Donc, ça s'appelle des plans de mobilité. On peut les appeler des plans de mobilité durables, mais dans les faits, à la base, c'est un plan de mobilité où je me préoccupe de savoir comment ça se passe pour mes employés. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire pour leur faciliter les déplacements? Et s'il y a des choses que je peux faire, bien, quelles sont les meilleures pratiques et comment je m'y prends? Si on pose aux employés, qu'est-ce qui est le plus important? Ils nous disent d'abord qu'ils veulent des horaires de travail flexibles et je pense qu'on est rendu là. Si on regarde les entreprises, elles disent, moi, ce que j'offre ou ce que je considère qui est très important, des horaires de travail flexibles. C'est important, évidemment, du point de vue des employés, mais si on pense aux sociétés de transport et à tout le dispositif qu'on met en place, plus il y a des horaires de travail flexibles, moins mon heure de pointe devient à ce moment-là un enjeu majeur, il va rester présent, mais plus je peux étaler mon offre et plus je peux avoir un dispositif qui ne fonctionne pas seulement que dans une logique de pointe. Donc, c'est dans l'intérêt des travailleurs, dans l'intérêt des entreprises et dans l'intérêt, évidemment, des transporteurs. Le télétravail, c'est intéressant de voir la distinction entre la réalité selon les travailleurs, où 57% disaient juste avant la pandémie, je vous le rappelle, on est en février, qu'une des mesures les plus importantes, c'est permettez-moi de travailler un peu de la maison ou peut-être bien tout le temps de la maison. Les entreprises offraient moins de télétravail, un peu moins, mais dans les faits, les entreprises allaient dans cette direction-là. Ce qu'on peut présumer, c'est que ce chiffre-là, aujourd'hui, serait beaucoup plus élevé de part et d'autre. Donc, les entreprises vont être ouvertes à ça, les travailleurs vont le réclamer. On avait des chiffres dans nos propres sondages il y a quelques semaines qui disaient que c'est 73% des entreprises qui estiment que le télétravail va se poursuivre d'une façon ou d'une autre après la pandémie. Donc, on pense que dans ces deux zones-là, il y a une convergence, mais que dans le télétravail, ça va augmenter. Remboursement des titres de transport, les travailleurs aimeraient beaucoup ça. Ça s'apparente à du revenu. Les employeurs, c'est intéressant, mettent les places de stationnement additionnelles. Donc, possiblement que là, il y a une certaine distance entre la perception des employeurs où c'est les transports en voiture que je dois favoriser. On s'entend que les tenants du transport collectif vont aimer le message aux employeurs qui est de dire attention, vos employés sont plus nombreux à vouloir un remboursement de titres de transport que des places de stationnement. Ensuite, les bureaux satellites, du point de vue des travailleurs,
C'était déjà quelque chose qui était réclamé. On l'a vu dans le dossier du REM. On verra dans quelle mesure, avec le télétravail qui va s'ajouter, dans quelle mesure ça devient moins de bureaux satellites, plus de lieux où les gens se réunissent et du télétravail. Et pour les employés, finalement, des places de stationnement additionnelles. Et là, on peut y penser. Je vais juste citer un exemple, Moment Factory, qui me disait à un moment donné, tu sais, avant, moi, j'avais beaucoup de jeunes qui venaient tous en transport en commun, très heureux de le faire. Maintenant, ils ont vieilli. C'est des jeunes familles, passent par la garderie le matin, passent par l'école, ont des activités immédiatement après le travail. Donc, ils sont plus nombreux à considérer de venir en voiture. Et là, soudainement, les places de stationnement deviennent une préoccupation. Donc, il faut en tenir compte. Encore une fois, je le dis, le transport collectif est une des solutions, mais n'est pas que la solution. Et évidemment, la voiture demeure pour bien des mariés, bien des couples, bien des ménages, une des solutions à considérer. Je reviens sur les entreprises elles-mêmes, des espaces physiques favorisant le transport actif, 31 %. Je pense que ça témoigne, contrairement aux places de stationnement, du fait que les entreprises comprennent que le transport actif est davantage présent. Soutien au covoiturage, intéressant, on va y revenir. C'est probablement une des grandes voies à soutenir dans l'avenir du point de vue des employeurs. Alors, on a fait cette étude, on a fait ces constats et on arrive avec des pistes d'action. Je l'ai dit, les pistes d'action visent, on les a regroupées, visent les entreprises. Le concept de l'étude, c'est de parler aux entreprises, vise les gouvernements, et là, c'est les paliers de gouvernement. Il y a des gestes à poser et vise des organisations là, impliquées dans la mobilité dans la région métropolitaine. Je vais y aller très brièvement, puis on aura l'occasion d'y revenir dans l'échange ensuite pour illustrer ce qu'on veut dire. Mais si on prend du point de vue des entreprises, le premier signal puissant, c'est les entreprises devraient toutes se dire maintenant, je dois avoir un plan de mobilité durable. On a toutes sortes de plans, de politiques à l'intérieur des entreprises qui vont être axés sur nos stratégies de croissance. Un des premiers éléments que maintenant les entreprises doivent avoir, c'est un plan de mobilité. Si je parle à mes employés actuels, si je parle à des recrues que je voudrais attirer dans mon entreprise, avoir un plan de mobilité devient un de mes principaux arguments de vente de la qualité de mon lieu de travail. Et là, il y a beaucoup de possibilités pour mettre là-dedans. Et une fois qu'on a dit ça, ce qu'on pense, c'est qu'il faut aider les PME à travers l'échange de bonnes pratiques. C'est clair que les grandes entreprises, on peut penser à des Desjardins de ce monde, on peut penser à les grandes entreprises qui sont aussi à l'extérieur du centre-ville, vont avoir des ressources internes pour détecter comment on s'y prend, vont pouvoir mettre en place ces plans-là, puis dans bien des cas, elles l'ont déjà fait. L'enjeu, c'est les petites entreprises, et c'est aussi important pour les petites entreprises que les grandes entreprises. Et de ce point de vue-là, ce sont à la fois se préparer, à la fois désigner à l'interne des responsables, être en échange continu avec le personnel et peut-être d'une PME à l'autre, travailler ensemble parce que les solutions sont peut-être plus faciles quand on est un plus grand groupe, notamment si on veut faciliter du covoiturage. Je vais y revenir. On s'adresse aussi au gouvernement. C'est très clair qu'un des enjeux des petites entreprises, dans le cas du plan de mobilité, c'est qu'il y a un défi parfois d'aller chercher des ressources pour nous aider à le faire. On revient toujours, une PME, dans la vie, elle essaie de survivre, elle a ses enjeux au quotidien, ses budgets ne sont pas nécessairement élastiques, et de rajouter une couche en disant, vous devriez aller chercher des experts ou à l'interne vous équiper pour travailler sur des plans de mobilité, c'est parfois du point de vue des PME l'argument qui va faire en sorte que ça va être remis. Ça va être remis. Oui, c'est important, mais je n'ai pas l'argent présentement, je n'ai pas les ressources pour aller me chercher de l'aide. Donc, probablement qu'un bon plan de soutien financier ciblé pour la PME va accroître le nombre de plans de mobilité. Et à travers ce soutien financier, il faudra insister sur les suivis, sur la mesure des résultats. Ce qu'on observe, c'est que dans bien des cas, dans nos sondages, il y a eu des plans de mobilité. Puis quand on posait la question, ça a donné quoi? Beaucoup d'entreprises disent qu'ils ne le savent pas, qu'elles ne le savent pas. Elles ne font pas le suivi et donc ne peuvent pas ajuster nécessairement le plan. Évidemment, il y a un message très puissant sur les projets de transport collectif. Nous ne pouvons pas réussir à réduire la congestion, à inciter ceux qui le peuvent à utiliser le transport collectif si le réseau, si le dispositif ne leur permet pas de le faire. Et ça fait que générer de la grogne. Et donc, dans ce cas-là, il y a des cas évidents. La ligne bleue, c'est comme si la ligne bleue, c'est le projet que tout le monde parle, tout le monde est d'accord. Ce serait le fun d'avoir des mesures concrètes de l'évolution et qu'on ait des échéanciers sur la table très évidents pour tout le monde pour assurer que ça va aller de l'avant.
Et c'est de sortir aussi d'une dynamique, on veut seulement des métros ou des liaisons par autobus sur des voies réservées. Il y a possiblement, comme dans toutes les grandes métropoles, une bonne place pour un mode intermédiaire qui est le tramway. On en entend parler. On en entend parler vers l'est, on en entend parler vers la rive sud. Il va falloir qu'on aborde l'enjeu du transport collectif avec tous les outils qui sont à disposition des métropoles pour avoir ce dispositif optimal. Finalement, il faut pouvoir aider les entreprises, je disais pas seulement en soutenant le plan de mobilité par un soutien financier, mais évidemment en leur donnant accès à toutes les informations sur tout ce qui existe comme programme, comme possibilité, comme outil du point de vue des entreprises pour avoir des plans de mobilité le plus efficace possible. Et donc, là, il y a un enjeu de communication. La perception qu'on a à travers le sondage, c'est que les PME se sentent laissées à elles-mêmes pour réfléchir sur leur plan de mobilité. Ça ne veut pas dire que c'est vrai dans la réalité. Ça veut juste dire qu'elles ne se sentent pas rejointes ou elles ne sont pas rejointes par les informations qui leur seraient utiles. Finalement, évidemment, du point de vue des partenaires qu'on va appeler les partenaires de la mobilité, un des premiers enjeux, là, puis à l'époque de l'intelligence artificielle, ça va devenir une préoccupation de tout le monde. Comment on facilite le partage et l'accès aux données dans toutes les directions? C'est-à-dire, du point de vue des travailleurs vers leur employeur, pour que leur employeur puisse avoir une idée des possibilités de solutions, là, ça peut être le covoiturage, éventuellement que l'employeur lui-même puisse communiquer clairement avec les sociétés de transport ces informations-là, de façon à ce que les sociétés de transport puissent ajuster le dispositif en fonction des informations provenant des entreprises vers des entreprises qui ont sondé leurs travailleurs. Mais ça peut aller dans l'autre direction aussi, c'est-à-dire que les sociétés de transport peuvent aussi lancer des signaux aux entreprises sur les meilleurs horaires de travail, les meilleures façons de diminuer la pression des transports en direction de l'entreprise et à ce moment-là, avoir une amélioration nette de l'efficacité du système. Finalement, et je dis collaborer avec les entreprises, j'en ai parlé brièvement, mais nous, de la Chambre, avons un projet pilote présentement et ce qu'on voudrait, c'est développer une plateforme qui va faciliter cette communication entre les entreprises et les transporteurs et le dispositif, mais éventuellement aussi entre les PME elles-mêmes. C'est clair que 30 petites PME qui sont situées à proximité l'une de l'autre ont peut-être des enjeux à offrir un plan de mobilité optimal à leurs quelques employés de façon individuelle, mais sur le pôle lui-même, sur le regroupement de PME, il y a probablement beaucoup de possibilités qui pourraient être offertes si on regroupe à la fois les informations sur les besoins de déplacement et éventuellement si on communique aussi avec les sociétés de transport pour essayer d'optimiser l'offre. Tout ça, on parle de données, puis on est tous au courant de l'actualité, dans des dispositifs qui vont permettre de protéger évidemment l'anonymat des gens, évidemment dans le respect de tout ce qui pourrait être sensible. L'objectif, c'est de mettre de l'intelligence dans le système. Les outils arrivent. On le sait que le transport collectif peut être la solution. On le sait qu'il y a d'autres solutions. Je parle du covoiturage, je parle du transport actif, je parle de toute autre solution aussi interne aux entreprises, que ce soit les horaires, que ce soit le télétravail. Mais tout ça va se faire si on est capable d'avoir une bonne information sur ce que veulent les employés, ce dont ont besoin les employés, et éventuellement comment on peut y répondre pour le mieux. Donc, j'ai pris un peu de temps, mais je trouve que c'est une étude qui peut nous amener à prendre de meilleures décisions collectives et qui peut surtout amener les entreprises elles-mêmes et les PME à sentir qu'elles peuvent agir sur les solutions et rassurer leur personnel, leurs recrues, que leurs besoins vont trouver des réponses. Alors voilà rapidement, je vous invite à consulter l'étude. Je pense qu'elle a beaucoup d'informations très utiles. Et là, on a le plaisir d'échanger avec un panel. Je vais les présenter brièvement. On a avec nous Daniel Bergeron, qui est directeur exécutif de la planification des transports et mobilités de l'Autorité régionale de transport métropolitain, c'est la fameuse ARTM. David Chamoussi, qui est vice-président opération chez Moderis, une des entreprises qui a fait partie des 7 avec lesquelles on a approfondi les enjeux et les solutions de mobilité. Hélène Gagnon, vice-présidente Affaires publiques et communications chez CAE, qui a aussi collaboré à l'étude. Très heureux de vous avoir tous les deux avec nous. Luc Tremblay, qui est directeur général de la Société de transport de Montréal, la STM, et Sylvain Yel, qui est directeur général d'Exo.
Donc, on a aussi des grands responsables et on va leur poser des questions et on va avoir un échange constructif tous ensemble. Je revenais juste brièvement là, sur l'actualité. Je le fais tout le temps. On ne peut pas avoir des échanges présentement en faisant abstraction de ce qui se passe dans la vraie vie dehors avec la pandémie. Peut-être, Daniel Bergeron de la RTM, là, juste nous dire, là, présentement, c'est quoi les taux d'occupation? Comment ça se passe, le transport de personnes dans la région? J'imagine qu'il y a de la place assise dans les wagons. Mais Daniel, comment ça se passe? Aux premières semaines du confinement, là, en mars dernier, on a eu des chutes d'achalandage de l'ordre de 95 %, donc c'était extrêmement fort. Maintenant, l'achalandage revient. En septembre, actuellement, on est à peu près à 50 % des achalandages réguliers. Ça, c'est dans l'ensemble des services. Ça peut varier d'un mode à l'autre. Un peu moins d'achalandage pour les services à destination du centre-ville. On le sait, l'impact est plus fort au centre-ville. En périphérie, c'est un peu plus élevé, mais en moyenne, 50 %. On prévoit environ 70 % en juin prochain, avec l'apparition potentielle d'un vaccin. Ça pourrait nous permettre de revenir dans nos prévisions à peu près à 95 % des achalandages habituels dès le début de l'année 2022. Peut-être, Daniel, je ne veux pas te mettre dans l'eau chaude, mais parle-nous donc des finances derrière tout ça. C'est 50 % du monde. J'imagine que là, il y a un gros stress financier. On ne se le cachera pas. Oui. En fait, actuellement, la perte de revenus tarifaires et les différentes taxes liées au déplacement, c'est de l'ordre de 1 milliard sur les 3 prochaines années. Donc, c'est considérable. Cependant, le travail qu'on fait actuellement avec les sociétés de transport, c'est de maintenir l'offre de services là, avec des ajustements, avec certains ajustements, mais de le maintenir au même niveau que ce qui prévalait avant la pandémie, de manière à quand même permettre aux employés de se déplacer vers leurs entreprises dans des conditions de déplacement correctes. Et comment on arrive à faire ça? C'est grâce à une aide financière importante qu'on a des gouvernements et des efforts de compression de dépenses qu'on s'applique à nous-mêmes et avec les sociétés de transport. Peut-être juste là, puis je m'excuse aux autres, mais je veux juste clore là-dessus. C'est quoi les besoins par rapport aux 2 paliers de gouvernement supérieur? Puis on l'a-tu obtenu? On est en bonne voie. On a eu un premier montant. On a eu des premiers montants qui ont été consentis a priori. Et là, on travaille avec le gouvernement à compléter les sommes qui sont nécessaires pour qu'on puisse, avec les sociétés de transport, maintenir l'offre de services à peu près au niveau 2019 pour l'année 2020, 2021 et 2022. Bon, on travaille dans ce sens-là, tout le monde. Oui, on a des très bonnes communications avec le gouvernement du Québec et du Canada sur cette question. Parfait. Luc Tremblay de la STM, basculons dans un autre sujet qui est sensible. Une chose dont on parle, et je pense que pour les transporteurs, les sociétés de transport comme la vôtre, c'est ce fameux partage de données, cette fameuse fluidité qu'on voudrait où, pour vous, plus vous avez d'informations sur les déplacements, plus vous pouvez vous organiser, et ça passe possiblement par les employeurs. Comment on rassure les gens que les données vont être sécurisées et qu'est-ce que ça vous permettrait de faire de bien mieux si vous aviez accès à ces données-là? En fait, la meilleure façon de donner un bon service, c'est de la bonne planification. Puis la bonne planification, ça part par les données. Donc, il faut qu'on ait une communication constante avec les différents partenaires. Et les pôles d'emploi, c'est la clé. On fait beaucoup de travail avec ces gens-là pour s'assurer de bien comprendre les besoins. On a des politiques de données ouvertes. De plus en plus, on rend nos informations disponibles et on échange avec les pôles d'emploi pour s'assurer que la planification fit avec son vœu, avec la réalité. Vous savez, à la STM, on est en train de faire une première fois en 30 ans une revision complète du réseau. On se donne l'opportunité de regarder ça au complet et on cueille de l'information et on en distribue aussi à tout le monde sur le réseau. C'est la clé. Si on veut une bonne planification, il faut être en mesure de la partager et la technologie maintenant nous permet quand même d'avoir un niveau quand même assez sécuritaire de transfert de l'information. On a plein d'applications qu'on a mises sur le marché. Ça fonctionne. Alors, la résultat, on est quand même là. Il faut aller encore plus loin. Je pense qu'on a avantage à la partager davantage et c'est ce qu'on va tenter de faire dans les prochaines années. Très bien. En tout cas, on veut nous faciliter ça. C'est clair que, évidemment, plus ce sont des gros employeurs, plus ça semble simple d'essayer de trouver des passerelles de communication. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein de petites entreprises dont les employés sont aussi dépendants d'une bonne desserte. Donc, on va essayer de trouver des solutions dans ce sens-là. Sylvain Hiel d'Exo, on est aussi dans cette réalité qui est que ce n'est pas juste les sociétés de transport, maintenant on le sait, qui ont les solutions, c'est probablement aussi une responsabilité partagée avec les employeurs eux-mêmes. En même temps, les employeurs, ils ont toutes sortes d'autres réalités. Sylvain, comment tu vois
la responsabilité des employeurs et les possibilités qui s'offrent aux employeurs de trouver des solutions avec vous? Bien, j'ai bien aimé justement les résultats du sondage là, sur justement l'importance d'avoir cette communication-là entre les employeurs et les transporteurs pour bien faire connaître et ajuster les services selon les besoins. Je pense que c'est un vrai besoin. Ça se fait dans la réalité, puisqu'on le fait sur une base régulière. Si on pense au service d'Exo, on dessert 83 municipalités là, avec les trains de banlieue puis nos services d'autobus. Fait qu'évidemment, on a ce genre de communication-là, autant avec les municipalités qu'avec les entreprises. Mais effectivement, il y a un besoin de mieux faire connaître ces possibilités-là pour l'arrimage des services. C'est clair et c'est évident. Si vous permettez, M. Leblanc, on a parlé de la pandémie, mais je pense que c'est important de le préciser parce que l'achalandage qui est basse, il y a un facteur inquiétude, là, on peut le dire comme ça. Mais les services de transport collectif n'ont jamais été aussi sécuritaires là, au niveau de la pandémie. Je pense qu'au début, il y a eu beaucoup de craintes, mais les mesures qui sont en place n'ont jamais été aussi importantes. Puis il n'y a pas vraiment de risque actuellement là, dans les services. Il y a de l'espace, il y a des masques et il n'y a pas d'éclosion comme telle. Fait que, il faut travailler aussi sur ce sentiment-là de sécurité à bord des transports collectifs pour éviter que ça se passe en trafic, que les gens restent dans leur voiture puis qu'on soit obligé de recommencer ce qu'on a fait pendant des années. Là. Vous avez parfaitement raison, puis merci Sylvain de le rappeler, parce que moi, je le rappelle moi-même présentement que les gens qui travaillent au centre-ville puis qui se déplacent travaillent dans des taux où tous les employeurs sont extrêmement responsables. On n'est pas dans des dynamiques d'éclosion dans les espaces à bureaux du centre-ville. Et quand on demande aux employés comment ça se passe pour se rendre au travail, ils nous disent que ça se passe bien, que le dispositif de transport en commun là, est sous contrôle, que c'est bien fait, qu'il y a de l'espace, comme vous le dites, qu'ils se sentent en sécurité. Donc, une partie des gens qui sont inquiets, dans bien des cas, ce sont des gens qui n'ont pas essayé. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est quand ils l'essaient, ils sont rassurés. Donc, vous avez totalement raison de le rappeler. Hélène Gagnon de CAE, on vient de parler à l'instant du rôle des entreprises dans la recherche de solutions et des possibilités de rassurer ses employés et d'agir du point de vue des employés. Chez CAE, vous avez, juste pour que les gens qui nous écoutent, qui ne vous placeraient pas physiquement, là, vous n'êtes pas très loin de l'aéroport de Montréal. On est sur l'autoroute Côte-de-Liesse, entre Montée-de-Liesse et l'autoroute 13. Donc, dans un secteur industriel, pas trop bien desservi. Là, donc, on n'est pas au centre-ville, clairement. Non, je comprends. Il y a un message pour les sociétés de transport qui nous écoutent. Là, pas très bien desservi, elle le dit. Mais une fois qu'on a dit ça, Hélène, parle-nous donc des mesures que vous avez mises en place, puis comment ça s'est passé avec vos employés, puis comment tu estimes les répercussions de ce que vous avez fait? Bien, premièrement, je pense que nous, on voit la confirmation dans l'étude là, quand on disait que c'était le deuxième facteur après le salaire, l'accessibilité du site. Nous, on l'a senti, puis c'est pour ça que ça fait déjà quelques années qu'on se préoccupe de mobilité durable. On est en concurrence avec d'autres entreprises de haute technologie qui sont situées au centre-ville, puis en raison de notre localisation, il faut naturellement qu'on soit capable d'attirer nos jeunes qui n'ont souvent pas de voiture puis qui n'en veulent pas. Fait qu'il faut être capable de leur offrir une offre de transport collectif puis transport actif. Donc, les mesures qu'on a prises en place, puis je disais, on est mal desservi, puis bon, c'est sûr qu'on va continuer à être mal desservi, mais une des choses dont on est vraiment fiers, c'est qu'on a réussi à s'entendre avec la STM pour avoir un arrêt d'autobus de la STM sur notre site. Avant la pandémie, là, il y avait presque 4000 personnes qui venaient à notre siège social, nos bureaux, notre usine à chaque jour. Donc là, présentement, on est plus dans le 1000 par jour, là, mais ça va remonter progressivement. Mais ça, pour nous, ça a pris vraiment des mois, des années avant d'en arriver là. Puis ça va faire une énorme différence parce que juste de se rendre à l'ancien arrêt d'autobus qui était loin sur Montée-de-Liesse, c'était presque 1 kilomètre de marche, c'était pas sécuritaire pour se rendre. L'autobus était généralement plein quand les gens arrivaient. Donc, je pense que ça va faire une énorme différence. On paye 2 mois sur 12 de la carte Opus pour nos employés. On a une certification or de vélo sympathique. On me dit qu'on est une des seules au Québec à avoir ça, puis on travaille beaucoup pour sécuriser des routes de vélo. Il y a encore beaucoup à faire là, avec la ville à ce niveau-là, mais on a un club vélo-boulot extrêmement actif. On a des bornes pour les véhicules électriques. Puis on sent l'engouement, là, ça augmente là, à chaque année des gens il faut réserver les bornes et puis on voit que c'est vraiment, ça a augmenté.
On a investi dans une application sur le covoiturage avec Netlift. Là, je vous avoue qu'on l'a suspendu là, pendant la pandémie, mais on sait qu'il va falloir continuer de ce côté-là. Et on a réussi à obtenir le prolongement de la voie réservée sur Côte-de-Liesse pour les autobus. Parce que ça aussi, même si on a des autobus, si les autobus sont pris dans le trafic, comme les véhicules, ce n'est pas encourageant pour les employés de prendre le transport en commun. Ils se disent, mais tant qu'à faire, je vais prendre ma voiture. S'il y a un avantage d'aller plus vite via le transport en commun, donc ça, je pense que ça va être intéressant. Donc, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, je dirais, pour arriver là, mais ça continue à bouger. Mais si on n'avait pas été proactif, rien de tout ça serait arrivé. Il faut se le dire, là. Fait que quand tu disais dans l'étude, il faut que les entreprises aient des plans de mobilité, pensent à ça pour la rétention, l'attraction des employés. Nous, on l'a ressenti, ça fait déjà quelques années, on s'en préoccupe, puis on va continuer de collaborer avec toutes les autorités de transport, puis on voit la différence. On a été capable d'attirer des jeunes qu'on n'aurait jamais été capable d'attirer autrement. C'est bon pour la rétention, puis les commentaires sont extrêmement positifs. Mais c'est un panier de mesures. Et puis, tout ça résulte du fait qu'on avait des enjeux de stationnement aussi. Donc, il nous manquait de place. Là, fait que là, avec une partie de télétravail qui va demeurer, ça va peut-être nous aider aussi. Bravo, Hélène. Ça donne envie de travailler chez CAE. Absolument. Luc Tremblay, là, un petit challenge. Quand Hélène Tremblay dit ça a été long, là, vous êtes-vous fixé des objectifs pour que les entreprises disent qu'est-ce que c'est rapide avec les STM d'avoir un arrêt d'autobus sur le site? En fait, c'est plus qu'un objectif. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller au-devant. On n'avait pas l'habitude de faire ça dans le passé. Je l'expliquais, on est en train de faire une refonte complète de notre réseau. Donc, on consulte, on va au-devant des employeurs. On est en train de faire la même chose dans l'Est de Montréal en ce moment. Pour CA, on est même en train de regarder si on ne peut pas mettre le terminus directement sur le site de CAE. C'était chez Megaplex en ce moment. On songe à le déplacer parce qu'il y a vraiment plus d'attraction de ce côté-là. Donc, on est peut-être un petit peu aussi victime que ce n'est pas connu. Donc, on essaie de faire connaître ça davantage. C'est à nous d'aller au-devant des gens. Je pense qu'il y a de la clientèle à aller chercher. Et ce n'est pas juste dans l'ouest de Montréal. Ça peut se faire sur l'ensemble du réseau. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on s'est donné ce mandat-là. Vous savez que l'arrivée de la ligne bleue, le REM, le SRB P9, tout ça nous donne l'opportunité d'aller revoir notre desserte, notre réseau et d'aller au-devant des gens pour être en mesure de refaire une première fois en 30 ans, je le répète, la refonte du réseau complet, ça ne s'est jamais fait. On le fait à chaque année à la petite journée parce qu'on fait un budget et on doit planifier. Et de se donner le moyen de le faire au complet, là, on a compris qu'on est en train de le faire. On va au-devant des gens maintenant. Merci. Parfait. En tout cas, je vous encourage beaucoup et je vous félicite. Je pense que c'est l'attitude proactive de la part de la STM de dire on va y aller, on va aller les rencontrer. Je vous dirais, une entreprise privée, elle va voir ses clients souvent et elle essaie de les convaincre. J'aime bien cette approche-là. Parlons d'entreprise privée avec David Chamoussi. Le cas particulier de Moneris, c'est très intéressant ce que vous avez fait. Puis, en fait, vous êtes dans une situation différente de CAE. Donc, je voudrais, décrivez-nous un peu là, comment vous avez abordé la question de la mobilité. David, je pense qu'il faut mettre le... Voilà. Je savais que j'allais me faire prendre avec ça. Chez Moneris, on est effectivement un plus petit établissement que CAE, mais on s'est beaucoup inspiré de CAE sur tout ce qu'ils ont fait. On a démarré un projet il y a 2 ans et demi, 3 ans avec MOBA. On s'est dit, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aussi avancer là-dessus. Si on regarde, c'est les besoins individuels de chaque employé. Ce n'est pas non plus la masse d'employés, mais ça aide d'avoir de la masse. Et donc, on a travaillé avec MOBA et puis on s'est beaucoup inspiré, encore une fois, de CAE. On a fait beaucoup de choses un peu à l'image de ce qu'a fait CAE. Et on s'est dit, comme on est dans le même quartier que CAE, on appelle ça un peu le triangle des Bermudes, c'est très difficile d'y rentrer, très difficile d'en sortir. Donc, on s'est dit, on n'y arrivera pas tout seul. Et sur un certain nombre de sujets comme le covoiturage, le transport en commun, on s'est dit, en se regroupant avec des entreprises du quartier industriel, on risque d'avoir beaucoup plus de poids auprès des sociétés de transport. Pas du poids pour leur mettre de la pression, en tout cas, ce sera une saine pression, mais aussi pour les aider dans leur plan, parce que, vous savez, la phrase de Kennedy qui disait « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays ?» C'est aussi le cas des entreprises. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les sociétés de transport à organiser leur transport, leur réseau? Et donc, on a contacté, moi j'ai pris personnellement le téléphone et j'ai contacté une cinquantaine d'entreprises, dont CAE. C'est comme ça que j'ai fait connaissance avec les gens de CAE. Mais on a Canada Post, on a Ikea. Et on s'est dit, regroupons-nous. Donc, on s'est rencontrés à l'automne dernier. Et puis, c'est sûr que la pandémie a un peu ralenti, mais on va se revoir à nouveau. On a collecté toutes les données des employés, plus de 25 000 employés.
Et on a transféré ça à MOBA et aux sociétés de transport, à la STM, et on espère se revoir très prochainement pour essayer de voir comment on peut optimiser. Et puis ça passe par le transport en commun. Ça passe aussi pour le covoiturage. Je pense qu'il y a un vrai déficit d'applications faciles et gratuites pour les employés et idéalement pour les employeurs aussi. Donc ça, il faut, à mon avis, qu'on travaille sur les applications de covoiturage. Mais on a travaillé aussi sur le transport actif. On a même travaillé sur, pourquoi pas, se dire, est-ce qu'on pourrait avoir des garderies inter-entreprises dans les quartiers? On parlait tout à l'heure de garderies, des gens qui recommencent à prendre leur voiture à cause des garderies. Mais si on avait des garderies dans notre quartier industriel, ça serait peut-être une solution. Très bien, très bien. Moi, je retiens, là, puis c'est quelque chose qui est vraiment sorti de notre enquête, c'est la nécessité pour les petites entreprises de sentir qu'elles peuvent aussi trouver des solutions. Et ça passe par cet échange d'informations avec les autres entreprises du coin. Hélène, revenons sur un élément. Comme ça fait quelques années que vous avez entrepris la démarche et qu'un constat qu'on fait, c'est qu'il y a des enjeux de suivi. Il y a des enjeux de suivi des impacts et éventuellement peut-être des ajustements de plan de mobilité. Comment vous travaillez ça avec vos employés en temps continu? Est-ce que vous les re-questionnez régulièrement? Comment vous évaluez l'impact de ce que vous avez comme plan de mobilité? Bien, oui, on fait des sondages, puis régulièrement là, pour voir si ça répond aux demandes et tout ça. Donc, oui. Puis là, bien, ce qu'ils sont en train de nous dire, puis on est en train d'anticiper là-dessus, fait que je pense que c'est le temps d'y penser, mais c'est d'avoir un lien avec le REM. Okay? Donc, nous, sur la côte de Liesse, là, on va être on n'est pas du tout là, lié au REM. Le REM va arriver à l'aéroport, va arriver dans le technoparc de Saint-Laurent, où va passer beaucoup plus au nord, dans Ville-Saint-Laurent, mais il n'y a aucun lien présentement prévu entre toutes les entreprises qui sont sur l'autoroute Côte-de-Liesse et le REM. Donc, déjà, les employés nous disent, mais là, il y a un REM qui s'en vient d'une couple d'années, il va-tu y avoir des liens? Puis je ne pense pas que c'est la veille de la mise en service qu'il faut penser à ça. Fait que nos employés aussi commencent à voir, qu'est-ce qui se passe, puis nous posent des questions. Fait que oui, en termes de suivi, nous, c'est des sondages, là, c'est ça qu'on fait, puis c'est comme ça qu'on fait le suivi, puis nous aussi, naturellement, on a fait les études, là, on sait exactement où nos employés habitent, puis un peu leurs habitudes de déplacement. Donc, ils nous mettent une saine pression aussi pour avoir plus de transport actif, plus de véhicules électriques, tout ça, c'est venu des besoins des employés, puis on continue à faire le suivi de ce côté-là, c'est sûr. Peut-être, David, une question rapide. Tu dis que vous avez regroupé là, toutes sortes d'entreprises. Tu m'as nommé des très grandes entreprises. Quand tu as fait ça, est-ce qu'il y a des frais? Est-ce que vous avez embauché quelqu'un pour travailler là-dessus? Juste clarifier un peu ce que ça représente. C'est de l'investissement en temps, c'est évident. Il y a des grands joueurs qui ont peut-être de l'argent et des poches profondes. Mais comment ça se passe du point de vue de tous les joueurs pour avoir ce type d'approche collaboratrice? L'initiative, elle revient à Moneris, effectivement. Et comme je vous le disais, j'ai vraiment pris mon téléphone. Et quand j'essayais de demander à certaines personnes, une assistante de le faire, j'avais souvent du mal. J'avais le retour que les gens ne voulaient même pas nous entendre, etc. Donc, il fallait trouver la bonne personne aussi dans les compagnies, hein, souvent les ressources humaines ou la direction générale. Et c'est pour ça que j'ai pris, moi, mon téléphone et j'ai appelé un certain nombre de compagnies. Ça a pris du temps, ça a pris quelques mois et j'ai réussi à avoir 25 ou 30 entreprises chez nous sur notre site la première fois. La pandémie, encore une fois, a freiné un petit peu, mais on va le reprendre prochainement. Et non, il n'y a pas de frais. C'est vraiment, si je peux me permettre, Michel, c'est une mini chambre de commerce de notre triangle des Bermudes. Et en fait, on a gardé le contact et on essaye d'avancer là-dessus. Pas de frais, c'est sûr. Après, si on décide d'aller plus loin et qu'on veut engager des frais, mais pour l'instant, c'est plus la relation avec les sociétés de transport qu'on veut développer et on veut se faire entendre, montrer qu'on est présent et qu'on est un petit peu enclavé dans notre quartier. David, tu sais, moi, je pense que les chambres de commerce, ça peut être une solution à peu près à tous les problèmes. Si je reviens rapidement, un petit message pour mes amis des sociétés de transport. J'imagine que David, c'est l'exemple du citoyen engagé qui va bien au-delà de sa mission, mais ça aiderait peut-être d'avoir une façon d'aider des regroupements comme ceux-là à opérer sans que ça demande à une personne comme David de passer autant de temps. Donc, je me dis, de votre point de vue, si des clientèles tentent de s'organiser, c'est peut-être de voir comment vous pourriez les accompagner. Peut-être, Luc, juste pour revenir un peu sur ce qu'Hélène disait tantôt, puis tu as bien répondu sur le fait que vous alliez être plus proactif, mais je voudrais juste que tu me clarifies ou que tu clarifies pour tout le monde comment on procède. Là, quand Hélène dit, nous autres, on voulait avoir un arrêt d'autobus sur notre site, on estimait que
ça se justifiait par l'achalandage. Comment on fait ça? On appelle Luc Tremblay, tu vas donner ton cellulaire? Ou comment une entreprise qui veut se prendre en charge ou un David quelque part qui veut travailler, comment ils vous abordent? En fait, on a un service de planification qui est la porte d'entrée chez nous. C'est là qu'on peut m'en donner son besoin. Là, ce qu'on va faire, on va aller s'asseoir avec les gens pour voir quel est le besoin, bien le circonscrire. On peut même faire des comptages parce qu'évidemment, on a des normes à respecter. Tout à l'heure, Hélène mentionnait là, que l'arrêt était très loin. C'était 800 mètres exactement. Nous, on a une norme à 500 mètres. Alors, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. On va faire des décomptes pour voir s'il y a vraiment un potentiel. Et après ça, on va déployer ce qu'on est capable de faire. En attendant, on a fait des zones courtes. Là, on a mis des lignes courtes pour être capable d'aider. Donc, il y a une multitude de besoins. Et la porte d'entrée, c'est le service de planification. Mais comme je le mentionnais tout à l'heure, ce n'est pas connu. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va aller au-devant et expliquer. On a une plateforme maintenant dans la refonte du réseau qui peut faire en sorte que les gens peuvent nous interpeller. L'arrondissement est souvent une porte d'entrée aussi. Les gens contactent leur arrondissement. On a des contacts avec les arrondissements de l'ensemble du territoire montréalais. Donc, ce n'est pas connu, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on a besoin de rappeler ça parce que c'est la clé. Notre planification, on ne la fait pas toute seule dans notre bureau, là, dans notre siège social à la place Bonaventure. C'est d'aller sur le terrain, aller rencontrer les gens. David parlait de comités interentreprises. On fait partie de ces comités-là avec les arrondissements. On participe. Donc, on a un petit peu un travail de marketing à faire pour expliquer aux gens qu'on existe et qu'il y a une porte d'entrée pour venir influencer le réseau de demain. Puis c'est d'actualité. On est en train de refaire le réseau au complet. Alors, on a une petite part de responsabilité là-dedans, puis on est en train de prendre la balle au bon. Parfait. Sylvain, puis Daniel, si tu veux intervenir, mais une partie de ce qui est révélé, évidemment, puis ça ne surprendra personne, mais c'est une grande frustration sur le dispositif de transport collectif en périphérie. Et une partie de ça, c'est une frustration aussi qui est possiblement pas en périphérie vers le centre, bien que c'est le cas aussi, mais en périphérie vers la périphérie. Peut-être, Sylvain, en commençant, comment tu vois, puis Daniel interviendra, comment tu vois le déploiement de transport collectif, appelons-le de périphérie à périphérie? Écoutez, c'est un enjeu d'actualité très, très présente actuellement. On a été créé, EXO d'ailleurs, pour améliorer cette situation-là, parce qu'avant, c'était toutes des petites organisations qui destinaient leurs services vers le centre-ville. Fait que là, on est en train justement de faire des plans de transport qui vont intégrer les besoins à l'intérieur même des couronnes qu'on appelle, parce qu'il y a effectivement des pôles importants qui se sont développés et qui ne sont pas desservis du tout. Fait que, on fait des refontes de réseau justement en lien avec le REM. Je parle en particulier sur la couronne sud, là, où tous les services vont devoir être revus. Puis à l'intérieur de ça, on va desservir des nouveaux pôles. Puis on le voit là, dans l'enquête OD, Daniel pourra en parler un peu plus, la dernière enquête origine-destination. Les pôles, les déplacements liés au travail ont augmenté beaucoup plus rapidement en couronne que dans la ville-centre ou même à Laval et à Longueuil. Fait que c'est clairement une vraie donnée. Mais le service n'est pas à ajuster en ce moment. Donc, c'est important de le faire et on est en train de le planifier. Puis, on le fait justement dans l'optique aussi de l'implantation du REM parce que ça fait partie du réseau global. Et c'est un besoin qui est très, très clair. Pour compléter, justement, le territoire des couronnes était auparavant morcelé ou desservi par 11 petits organismes différents qui orientaient leurs services à l'interne de ces 11 petits secteurs-là ou vers le centre-ville. Le travail que fait EXO, c'est de relier des couronnes entre elles. Donc, dans la réorganisation de leurs services d'autobus, Sylvain l'a mentionné, c'est un besoin qui est en croissance. Donc, ils travaillent à offrir des services à l'intérieur des couronnes nord et sud de la région de Montréal. Et il y avait une dernière barrière qui existait. En plus de ne pas avoir de service, c'était tous des tarifs qui étaient différents. On l'a souvent dit, il y a 700 tarifs différents dans la région de Montréal pour prendre le transport en commun. Mais à peu près 600 de ces 700 tarifs différents-là existaient dans les couronnes. Donc, non seulement il y avait peu de services qui reliaient les villes de couronne entre elles, mais c'était tous des tarifs différents. EXO travaille à créer des services donc, qui desservent l'ensemble des couronnes et on va proposer un tarif complètement intégré pour permettre aux voyageurs de se déplacer avec un tarif là, complètement intégré dans les couronnes. Ça va venir soutenir leurs efforts d'amélioration de services dans ces secteurs-là. Je pense, puis je vais faire un lien avec un autre outil là, qui existe, qui est le plan d'aménagement du territoire de la CNM, oui, avec le concept des TOD. Et oui, je pense que c'est là où, si on est habile à desservir correctement le territoire, incluant périphérie à périphérie, dans une logique des TOD, on va avoir une qualité de vie beaucoup plus grande avec des espaces verts, des espaces agricoles bien protégés et des espaces pour faire du développement urbain bien pensé. Ce qui m'amène, puis je vais me tourner vers Luc, mais n'hésitez pas, Sylvain et Daniel, si vous voulez intervenir.
Luc, j'ai dit à plusieurs reprises et je l'ai dit en entrevue ce matin, ce que l'étude révèle, c'est que les entreprises, et Hélène et David, mais Hélène le dit très clairement tantôt, la clé pour les entreprises, c'est le talent. La clé pour les entreprises, c'est ces ressources humaines très qualifiées qu'on veut attirer, qu'on veut retenir. Puis ce que ces ressources humaines-là nous disent présentement, c'est, moi, là, rapidement, le deuxième critère que je regarde, c'est est-ce que c'est facile d'accès ou pas? Alors, évidemment, il y a les entreprises existantes, les CAE, les Moneris et toutes celles partout qui vont devoir se doter de plans de mobilité. Il y a une autre réalité, c'est qu'il y a du développement économique. Et le développement économique, ça veut dire qu'on identifie des zones. Ça peut être jadis le Technoparc Saint-Laurent, ça peut être jadis Technopole Angus. Et que dans l'avenir, on va dire dans ces zones-là, on veut des concentrations d'entreprises, on veut du développement économique. Et là, si on se fie sur la réalité actuelle qu'Hélène décrit, c'est que si on veut y attirer des entreprises, la première question qu'ils vont poser, c'est comment je fais pour amener mon monde là? Puis jadis, puis là, je lance la pierre un peu à notre historique, c'est que jadis, on disait, OK, on va développer un Technopole Angus, on va attirer des entreprises, les entreprises vont commencer à recruter, puis quand il y aura assez de monde, on va bien le desservir en transport en commun. Bon, je caricature un peu, mais le transport en commun suivait le monde qui avait à se déplacer. Dans l'avenir, si on regarde un territoire donné, pensons à l'est de Montréal, on se dit on veut le développer, puis on va attirer des investissements des entreprises. Bien, la recommandation que moi je ferais, c'est déployer du transport en commun excédentaire au départ pour montrer que c'est là, pas que ça va être là un jour dans 20 ans. Puis ça va faire partie de la décision des entreprises de s'y localiser, mais ça vous impose à vous de faire un effort de développement économique pour au jour 1, vous n'avez pas de rentabilité. Peut-être, éventuellement, c'est pleinement utilisé, mais pas au départ. Comment on fait pour trouver une solution à ça? Avez-vous besoin d'un budget de développement économique? Êtes-vous compensé par d'autres sources de financement? Comment on fait ça en réalité? C'est un excellent point, Michel. Puis je pense qu'il faut voir la chose, comme tu l'as dit, à l'envers. Tu as mentionné tout à l'heure le vieil adage « Build it and they will come ». On a eu tendance vraiment à déployer le transport collectif en fonction de ce qui était déjà là comme achalandage. Il faut voir la problématique de l'autre côté du prisme. Et ça, ce n'est pas dans les us et coutumes de l'industrie. Pourtant, l'histoire l'a montré, plus on développe le réseau, plus l'achalandage va être au rendez-vous. Alors, il faut être en avant. On a jusqu'à penser dernièrement la ligne orange qui était complètement saturée. Les autobus, on parlait de la classe sardine. Alors, il faut voir ça de l'autre côté. Puis là, la pandémie, ce n'est pas une bonne chose, mais ça amène quand même une opportunité intéressante. C'est qu'on va continuer nos projets de développement pour être en mesure d'être de l'autre côté, d'avoir une marge de manœuvre puis être capable d'attirer les gens en fonction de ça. Maintenant, le défi, tu l'as mentionné, il n'y a pas beaucoup d'écoute pour ça. Il n'y a pas beaucoup de crédit. En partant, le transport collectif, ce n'est pas rentable. Le client paye 45 du coût. Alors, si on tente de développer un réseau qui va être rentable, on n'arrivera pas à ça. C'est un coût qui est de société et je pense que ça peut contribuer. Donc, il faut nous donner des crédits. Il faut développer des budgets pour être en mesure d'être en mode exploratoire, essayer de faire des tentatives. Le domaine dans lequel on évolue, ce n'est pas tellement notre tasse de thé de faire des explorations. On essaie toujours d'avoir la meilleure chose du premier coup. Donc, il faut complètement changer les paradigmes puis d'essayer de se mettre dans un mode qu'on développe, l'achalandage va venir après et l'activité économique va suivre aussi par la suite. Donc, c'est un changement de paradigme complet qu'on doit mettre en place. Si je peux me permettre pour compléter, puis je vais faire le lien, Michel, avec ce que tu as abordé en introduction. Il y a vraiment de l'appétit dans la région de Montréal pour développer un réseau structurant de transport collectif qui soit rapide, fiable, fréquent. Tu parlais de tramway, mais ça peut être des services de tramway, de métro, d'autobus sur voie réservée. Bref, le travail qui a été fait au cours des derniers mois, c'était de s'asseoir avec la CMM, qui est un joueur déterminant dans la région, où souhaite-t-on voir le développement des différentes activités socio-économiques. Et en fonction de ces localisations-là, qui ont été convenues dans le plan métropolitain d'aménagement et de développement, on va construire le fameux réseau. On va proposer, en fait, de construire le réseau structurant de transport collectif qui va permettre de relier non seulement les centres d'activité par traditionnellement des réseaux routiers, mais par des systèmes de transport collectif là, efficaces. Puis efficace, ça veut dire quoi? Qu'ils soient rapides, fréquents et fiables, surtout donc à l'abri de la congestion. Et c'est la proposition qu'on a travaillé beaucoup avec les différents organismes de transport dans les derniers mois et qu'on va s'apprêter à présenter à la population là, avec le plan stratégique de développement du transport en commun là, au cours des prochains mois.
Puis si vous me permettez d'ajouter mon grain de sel aussi, l'investissement dans le transport collectif, là, on voit des grands projets là, qui sont mis de l'avant-plan, puis c'est super important. Mais il faut aller encore plus loin. Puis si on veut miser sur une relance, ça prend beaucoup de projets et d'implication du gouvernement. Le gouvernement devrait même s'investir au niveau de l'offre de services. Il n'y a rien de plus durable que le transport collectif. On parle de mobilité durable, mais c'est du développement durable parce que économiquement, ça soutient les entreprises et l'économie, mais aussi tout le volet social. Des gens qui n'ont pas d'autres moyens, ils n'ont pas d'autres autonomies pour se déplacer. C'est sécuritaire, c'est bon pour l'environnement. Fait que toutes les sphères du développement durable répondent le transport collectif y répond. Fait que les gouvernements devraient vraiment miser sur le transport collectif puis la mobilité pour relancer l'économie puis répondre aux cibles de développement durable. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Je vais faire du pouce sur ce qu'Éric Allen Caldwell disait d'entrée de jeu. La Chambre n'improvise pas et surtout pas dans ce dossier-là. C'est clair que pour nous, c'est fondamental pour la performance économique de la région, la performance de nos entreprises individuellement et, je le disais, la qualité de vie de notre population. Et donc, on est un allié, clairement, à la fois sur les projets eux-mêmes, à la fois éventuellement sur tout ce qui peut faciliter la relation avec les entreprises. Et on va vous talonner quand il y a des enjeux de performance de votre bord, mais à la fin, ce qu'on veut, c'est votre succès, parce que votre succès, en termes d'achalandage, de déplacement de personnes, ça renforce notre économie à tous. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, que ça intéresse, je vais juste vous inviter le 22 septembre, on a une causerie avec Édith Cloutier, présidente de Rogers. Rogers qui est une entreprise importante et qui était dans l'actualité ces jours-ci. Donc, je vous invite le 22 septembre. À bientôt tout le monde et merci encore une fois à tout le monde. Ça a été très apprécié cette conversation. Merci Éric Allen aussi. À bientôt. Au revoir tout le monde.